À cette époque de l'année, la saison était favorable et l'équipage put espérer arriver promptement sur le lieu du naufrage. Le plan de Jean Cornbutte se trouvait naturellement tracé. Il comptait relâcher aux îles Féroé, où le vent du nord pouvait avoir porté les naufragés. Puis, s'il acquérait la certitude qu'il n'avait été recueilli dans aucun port de ces parages, il devait porter ses recherches au-delà de la mer du Nord, fouiller toute la côte occidentale de la Norvège jusqu'à Bodø, le lieu le plus rapproché du naufrage, et au-delà, s'il le fallait. André Vasling pensait, contrairement à l'avis du capitaine, que les côtes de l'Islande devaient plutôt être explorées. Mais Peneland fit observer que, lors de la catastrophe, la bourrasque venait de l'ouest. Ce qui, tout en donnant l'espoir que les malheureux n'avaient pas été entraînés vers le gouffre du Maelstrom, permettait de supposer qu'ils s'étaient jetés à la côte de Norvège. Il fut donc résolu que l'on suivrait ce littoral d'aussi près que possible, afin de reconnaître quelques traces de leur passage. Le lendemain du départ, Jean Cornbutte, la tête penchée sur une carte, était abîmé dans ses réflexions, quand une petite main s'appuya sur son épaule, et une douce voix lui dit à l'oreille « Ayez bon courage, mon oncle !» Il se retourna et demeura stupéfait. Marie l'entourait de ses bras. « Marie, ma fille à bord !» s'écria-t-il. La femme peut bien aller chercher son mari quand le père s'embarque pour sauver son enfant. Malheureuse Marie, comment supporteras-tu nos fatigues? Sais-tu bien que ta présence peut nuire à nos recherches? Non, mon oncle, car je suis forte. Qui sait où nous serons entraînés, Marie? Vois cette carte. Nous approchons de ces parages si dangereux, même pour nous autres marins, endurcis à toutes les fatigues de la mer. Et toi, faible enfant. Mais, mon oncle, je suis d'une famille de marins. Je suis faite au récit de combats et de tempêtes. Je suis près de vous et de mon vieil ami Penelan. Penelan, c'est lui qui t'a caché à bord. Oui, mon oncle, mais seulement quand il a vu que j'étais décidé à le faire sans son aide. Penelan, cria Jean Cornbutte. Penelan entra. Penelan, il n'y a pas à revenir sur ce qui est fait, mais souviens-toi que tu es responsable de l'existence de Marie. Soyez tranquille, capitaine, répondit Penelan. La petite a force et courage et elle nous servira d'ange gardien. Et puis, capitaine, vous connaissez mon idée. Tout est pour le mieux dans ce monde. La jeune fille fut installée dans une cabine que les matelots disposèrent pour elle en peu d'instants et qu'ils rendirent aussi confortable que possible. 8 jours plus tard, la jeune Hardy relâchait au Féroé, mais les plus minutieuses explorations demeurèrent sans fruit. Aucun naufragé, aucun débris de navire n'avait été recueilli sur les côtes. La nouvelle même de l'événement y était entièrement inconnue. Le Brick reprit donc son voyage après 10 jours de relâche vers le 10 juin. L'état de la mer était bon, les vents fermes. Le navire fut rapidement poussé vers les côtes de Norvège qu'il explora sans plus de résultats. Jean Cornbutte résolut de se rendre à Bodø. Peut-être apprendrait-il là le nom du navire naufragé, au secours duquel s'étaient précipités Louis Cornbutte et ses 2 matelots. Le 30 juin, le Brick jetait l'ancre dans ce port-là. Les autorités remirent à Jean Cornbutte une bouteille trouvée à la côte et qui renfermait un document ainsi conçu. Ce 26 avril, à bord du Frohern, après avoir été accostés par la chaloupe de la jeune Hardy, nous sommes entraînés par les courants vers les glaces. Dieu ait pitié de nous. Le premier mouvement de Jean Cornbutte fut de remercier le ciel. Il se croyait sur les traces de son fils. Ce Frohern était une goélette norvégienne dont on n'avait plus de nouvelles, mais qui avait été évidemment entraînée dans le nord. Il n'y avait pas à perdre un jour. La jeune Hardy fut aussitôt mise en état d'affronter les périls des mers polaires. Fidèle Misonne le charpentier la visita scrupuleusement et s'assura que sa construction solide pourrait résister au choc des glaçons. Par les soins de Penelan, qui avait déjà fait la pêche de la baleine dans les mers arctiques, des couvertures de laine, des vêtements fourrés, de nombreux mocassins en peau de phoque et le bois nécessaire à la fabrication de traîneaux destinés à courir sur les plaines de glace,
furent embarqués à bord. On augmenta, sur une grande proportion, les approvisionnements d'esprit de vin et de charbon de terre, car il était possible que l'on fût forcé d'hiverner sur quelques points de la côte groenlandaise. On se procura également, à grand prix et à grand-peine, une certaine quantité de citron, destinée à prévenir ou guérir le scorbut, cette terrible maladie qui décime les équipages dans les régions glacées. Toutes les provisions de viande salée, de biscuits, d'eau de vie, augmentées dans une prudente mesure, commencèrent à emplir une partie de la cale du brick, car la cambuse n'y pouvait plus suffire. On se munit également d'une grande quantité de pemmican, préparation indienne qui concentre beaucoup d'éléments nutritifs sous un petit volume. D'après les ordres de Jean Cornbutte, on embarqua à bord de la Jeune Hardy des scies destinée à couper les champs de glace, ainsi que des pics et des coins propres à les séparer. Le capitaine se réserva de prendre sur la côte groenlandaise les chiens nécessaires au tirage des traîneaux. Tout l'équipage fut employé à ces préparatifs et déploya une grande activité. Les matelots Opic, Gervik et Gradland suivaient avec empressement les conseils du timonier Penellan, qui, dès ce moment, les engagea à ne point s'habituer aux vêtements de laine. Quoique la température fît déjà basse sous ces latitudes, situées au-dessus du cercle polaire. Penellan observait, sans en rien dire, les moindres actions d'André Vasling. Cet homme, hollandais d'origine, venait on ne sait d'où, et, bon marin du reste, il avait fait 2 voyages à bord de la Jeune Hardy. Penellan ne pouvait encore lui rien reprocher, si ce n'est d'être trop empressé auprès de Marie, mais il le surveillait de près. Grâce à l'activité de l'équipage, le brick fut armé vers le 16 juillet, 15 jours après son arrivée à Bodø. C'était alors l'époque favorable pour tenter des explorations dans les mers arctiques. Le dégel s'opérait depuis 2 mois, et les recherches pouvaient être poussées plus avant. La Jeune Hardy appareilla donc et se dirigea sur le cap Brewster, situé sur la côte orientale du Groenland par le 70e degré de latitude.